Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'être accueillis par Tony Gomez, ici dans le restaurant Chez Laurent, en plein cœur de Paris, au lieu des décideurs politiques et économiques. Alors qui dit changement de lieu, dit aussi changement de décor, vous le voyez, mais pas changement d'objectif, puisque nous continuons à vous raconter ces parcours inspirants, à vous livrer ces analyses très pertinentes d'ailleurs pour comprendre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Et pour cela, j'accueille Alex Bauer. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. Alex Bauer, vous êtes directeur général d'IBM Consulting France. Exactement. On va en parler, un grand cabinet de conseil. Évidemment, vous accompagnez les entreprises dans leur transformation digitale. Tout à fait. Mais on va parler de vous d'abord, c'est le principe de l'émission. Vous êtes ingénieur de formation, vous étiez avant chez Accenture. Oui, pendant 30 ans. Comment ? Pendant 30 ans. Pendant 30 ans, voilà. Qu'est-ce qui a mené à ce parcours professionnel? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous travaillez chez IBM Consulting France? Qu'est-ce qui vous plaît dans le conseil? Alors, ce que j'aime au conseil, c'est au cœur de la transformation et aussi de travailler dans un univers, dans une expérience humaine pour travailler pour le bien de nos clients. Mais vraiment, ce qui compte pour moi, c'est d'être au cœur de la transformation pour nos clients. Ouais, et la transformation numérique, évidemment, est un bon point. En plus, voilà. Après, on disait l'avoir terminé, finalement, c'est pas le cas. On est toujours dans cette transformation numérique, d'autant plus qu'il y a l'arrivée de l'intelligence. Qui s'accélère en plus. Voilà. Ouais. Alors, quels sont les enjeux pour vous? Il faut aussi vous former, j'imagine, parce que l'intelligence artificielle, il faut pouvoir la maîtriser. Est-ce que vous l'appliquez à IBM? Comment ça se passe? Alors déjà, ce qui est propre à notre métier, c'est qu'on est dans une logique d'apprentissage continu. Moi, j'ai commencé en 91. J'ai commencé, j'étais un jeune consultant, je connaissais pas l'informatique au sens informatique pour la transformation d'une entreprise. Ensuite, j'ai fait du management consulting, j'ai fait de la stratégie. Ouais. Donc j'ai eu plusieurs métiers au cours de ma vie, et donc à chaque fois, il faut se former. Donc je pense mais il y a pas de métier aujourd'hui où il y a tellement de bouleversements, il faut être continuellement en apprentissage. Ouais, absolument. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît alors quand vous étiez jeune, vous aviez choisi vraiment de faire ce métier ou c'était quoi vos rêves? Alors pas du tout. Quand j'étais ado, j'étais très sportif. J'étais ceinture noire à 15 ans. Ah oui, bravo. Et j'avais pour prétention ou ambition d'intégrer l'équipe de France de judo. Et ma mère m'a dit écoute, tu vas arrêter, tu vas te focaliser sur tes études, puis on en parlera après. Donc voilà, donc ce rêve, voilà la voie de la raison de la maman. Donc là-dessus, j'ai fait mes études et je me suis dit en fait, qu'est-ce que je veux faire dans cet esprit d'apprentissage continu, cet esprit aussi de être au cœur, compétition aussi, parce que je suis un compétiteur, et aussi dans une logique de fédérer une équipe pour travailler de manière collective. Donc je suis très attaché en fait à cet esprit d'intelligence collective. La force collective, voilà. Voilà, exactement. Alors, et c'est ça qui vous a plu donc Et donc le conseil, ce qui m'a plu, c'est il y a aussi un apprentissage, il y a aussi un tutorat, il y a aussi beaucoup d'interactions. Expertise. Puis on rencontre des gens incroyables. On est tout le temps au cœur des problématiques de nos clients, avec des équipes pluridisciplinaires. Donc c'est tout cet ensemble, cette richesse qui m'a effectivement séduit lorsque je rejoins à l'époque Andersen Consulting. Et alors on va parler de l'IA puisque c'est incontournable. Vous dites, je vous cite, vous ne serez pas remplacé parce que les gens craignent d'être remplacés, qu'il n'y ait plus qu'il y ait des métiers qui n'existeront plus. Vous ne serez pas remplacé par l'IA, mais quelqu'un qui utilise l'IA finalement. Donc ça veut dire quoi? Que si on n'est pas formé, aujourd'hui, vous voyez, lorsqu'on regarde les pourcentages aujourd'hui, on est dans les entreprises, on a un pourcentage d'adhésion qui est très élevé. 76%. D'ailleurs, quand vous regardez dans le monde, c'est à peu près la même chose aux États-Unis. Donc ça veut dire que pour les entreprises, c'est très important de former et d'avoir cette adhésion de chacun. Donc ça veut dire qu'il faut que chacun puisse travailler, puisse se former, apprendre, suivre ces formations-là. Et donc à partir du moment où vous savez utiliser l'IA, vous la subissez pas, vous arrivez à enrichir votre quotidien. Vous êtes un peu un employé augmenté, et donc là, il y a moins de risques.
Même si on sait très bien qu'il y a des professions qui sont plus ou même à risque pour effectivement pour être remplacées. Mais l'idée, c'est de dépasser la transaction pour aller enrichir, parce que l'IA a pas cette sensibilité qu'on peut avoir et cette pertinence. Et que faut-il, parce qu'il y a des entreprises qui adhèrent, mais qui n'ont pas forcément franchi le pas. Qu'est-ce qu'il faudrait justement pour que ces entreprises franchissent le pas et qu'elles embarquent leurs collaborateurs? Vous dites il faut se former, mais qui forme? Est-ce que c'est aux entreprises de former leurs collaborateurs? Est-ce que c'est dès l'école que maintenant il faut commencer à être formé à l'IA? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que le premier apprentissage, c'est celui à la maison. C'est aussi celui de l'apprentissage à l'école. Il y a un usage domestique. Ah, bien sûr, parce qu'il y a un usage au quotidien. Comme Internet. Et donc aujourd'hui, ça devient une commodité, comme l'électricité. Il faut savoir l'utiliser. C'est vrai. Et donc de ce fait, je pense que une fois que c'est inscrit dans les mœurs et dans les quotidiens de chacun, c'est beaucoup plus facile après. Est-ce qu'il n'y a pas une forme quand même, parce que il faut pouvoir l'utiliser. Est-ce que ça crée pas une forme d'inégalité aussi sociale finalement entre ceux alors, peut-être entre générations, entre territoires, entre zones urbaines, zones rurales, vous voyez? Est-ce que cette arrivée d'IA va pas creuser ces inégalités finalement? Alors c'est un risque. C'est un risque, c'est aussi entre les grandes entreprises, les entreprises de taille plus petite. Vous regardez toute la réglementation aujourd'hui, c'est aussi une complexité en plus pour les entreprises. Alors les grandes sont équipées, en revanche les petites c'est plus difficile, c'est un coût supplémentaire, c'est un peu moins d'agilité. Il faut dépasser cette réglementation qui est importante, qui est nécessaire, mais il ne faut pas qu'elle soit une réglementation qui contraigne les entreprises. Après, c'est sûr qu'il faut travailler sur éviter cette rupture culturelle, technologique qu'on peut voir, qu'on a vu sur le Covid par exemple, ou avec les ordinateurs, qui crée une vraie rupture. Donc, faut travailler dessus. Et par exemple, nous, IBM, on a pour objectif de former plus de 30 millions dans le monde à horizon 2030. Et on a une plateforme qui s'appelle Skill Built, qui permet ça veut dire construire ses compétences, et qui est en open source, donc totalement gratuite en accès, de manière à ce que chacun puisse former, et ce sont des formations certifiantes. Donc c'est aussi notre contribution pour évangéliser et s'assurer que tout le monde puisse et que chacun puisse avoir cette chance de pouvoir utiliser l'IA, qui est quand même quelque chose qui bouleverse notre quotidien. Bien sûr, et qui est incontournable et qui va très vite. Bien sûr. Vous dites aussi qu'il faut cultiver une culture IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut utiliser l'IA dans un contexte qui soit un contexte de confiance. Donc ça veut dire qu'il faut donner un cadre qui soit un cadre de gouvernance éthique, qui permette à chacun de se dire j'ai confiance dans l'utilisation, et donc je peux l'utiliser, et je l'utilise. Alors j'ai confiance dans l'utilisation, voilà, c'est un peu là que le bas blesse, parce que il y a encore des erreurs, c'est pas encore optimum, d'où cet esprit critique indispensable pour d'où l'importance de l'humain pour avoir ce regard, ce recul, et pouvoir à chaque fois quand vous faites un prompt, c'est à vous de savoir si le prompt il est exact ou pas, mais au moins ça donne une première base. Et après, sur cette base, vous devez l'enrichir, vous devez avoir cet esprit. Voilà, de plus en plus compliqué, mais à la base. D'accord. Ouais. Alors, l'IA, c'est vrai, c'est quand même très polluant finalement. Est-ce qu'on peut concilier une politique de performance durable avec l'utilisation de l'IA? Alors, moi, je suis convaincu, et IBM est convaincu que la technologie, en fait, au-delà de source de progrès, c'est un levier incroyable pour traiter en fait les maux des révolutions précédentes. Et donc par rapport à ça, l'IA pour moi et on a plein d'exemples, que ce soit dans la santé, que ce soit aussi pour construire de nouvelles molécules, beaucoup biosourcées, alors qu'elles étaient elles contribuent à pétro-sourcées avant, qui étaient à base d'hydrocarbures. Aujourd'hui, on arrive avec l'IA avec des modèles moins grands, plus spécialisés, à travailler. Moins cher peut-être. Et moins cher. Je donne un exemple. On a un partenariat avec L'Oréal. L'Oréal qui a construit pendant 40 ans toute sa base produit, sa base de molécules, et donc ils se sont donné comme objectif en 4 ou 5 ans
de revoir l'ensemble de ce portefeuille produit et de à 95% qu'il soit biosourcé. Donc on voit l'intérêt de la technologie quand c'est mis au service effectivement de la durabilité avec un enjeu business derrière. On va passer à la question du World Impact Summit à présent, si vous le voulez bien, le sommet des décideurs qui souhaitent bâtir justement cet avenir durable, juste après le jingle. La question du World Impact Summit, vous l'avez choisi, Alex Bauer, parmi plusieurs questions. En matière d'engagement, quels sont les leviers supplémentaires dont vous auriez besoin, justement, pour aller plus loin? Alors que ce soit des leviers politiques, réglementaires, technologiques ou financiers. Ouais. Alors, sur la partie réglementaire, ce qui est important, c'est que, donc on voit bien, on a une démultiplication de lois, notamment au niveau européen. Donc c'est très bien, ça donne un cadre. Ce qui est important, c'est s'assurer que ce soit pas un cadre qui contraigne les entreprises. Donc ça, c'est un premier point. Il faut aussi que, je parlais tout à l'heure des entreprises de taille intermédiaire, il faut aussi qu'elles puissent naviguer dans cet environnement réglementaire avec leurs moyens et aussi avec tout le capital humain qu'ils ont et sans pour autant alourdir leur travail. Voilà. Donc je pense que c'est le premier point d'un point de vue réglementaire, c'est fixer un cadre, mais avoir cette agilité et aussi avoir cette, je dirais, cet accompagnement pédagogique auprès des entreprises pour s'assurer que ce soit pas une contrainte. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point, d'un point de vue financier, il est clair que lorsqu'on regarde l'Europe avec les États-Unis, on voit bien qu'il y a un écart, c'est-à-dire que il y a un écart x2 entre les investissements qui sont réalisés sur l'IA proprement dit 500 milliards aux États-Unis, 400 milliards, 500 milliards, et c'est un peu, c'est plus de la moitié, enfin c'est un peu moins de la moitié, pardon, pour la France. Et lorsqu'on regarde les projets, notamment l'apport qui est fait ou l'accompagnement qui est fait au niveau des startups, il y a un coefficient de x20. Donc on voit bien que dans ce cadre-là, il faut être encore plus proche de nos entreprises et aussi d'un point de vue mieux flécher les financements pour nos pépites. Et on a des pépites. On a Mistral AI, on a Gainfake, etc. On a des grandes pépites. Mais ce qui est important, c'est de les garder et de s'assurer qu'on arrive à les faire grandir. Donc ça, c'est sur l'aspect financier, l'aspect technologique. L'aspect technologique est évidemment essentiel. Je pense que nous, par exemple, on a besoin dans nos innovations, on a besoin d'avoir des aides de l'État. On a par exemple un projet qui s'appelle la Smart Green Palette, notamment dans la Italie. Vous savez, vous avez des palettes et qui sont faites en bois, qui sont lourdes, qui sont pénibles et qu'on n'arrive pas à géolocaliser. Nous, on a construit un programme qui permet d'avoir des palettes qui soient en plastique recyclé, plus légère et surtout avec des capteurs de géolocalisation, de rupture de la chaîne du froid et de choc. D'accord. Et donc on se sert, et ça on a pu mener ce projet grâce à l'ADEME qui nous a subventionné. Donc ce qui est important, c'est que les technologies, on puisse aussi financer ces innovations pour permettre effectivement que la mise à l'échelle de ces solutions. Voilà. Question d'un jeune de Centrale Supélec à présent, après le jingle. La question d'un jeune de Centrale Supélec, c'est celle-ci, face à la fin de l'abondance. Vous vous souvenez que c'était la fameuse phrase d'Emmanuel Macron? En 2022, oui. Absolument. Quelle est votre vision du leadership pour les années à venir? Alors l'abondance, quand on dit l'abondance, c'est la limite effectivement des ressources naturelles. Ben voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. Donc déjà, lorsqu'on regarde aujourd'hui où on en est, on a un problème de réchauffement climatique qui s'accélère. On a aussi des ressources qui sont sous tension de plus en plus. Parce que vous regardez dans le monde, il y a à peu près 3 milliards de personnes qui sont dans des zones vulnérables. Ouais, bien sûr. Vous avez aussi des événements qui s'intensifient avec des fréquences, des fréquences de plus en plus importantes. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un impact, il y a une dette aujourd'hui sur les générations futures. Ça, c'est le constat qu'on peut faire. Voilà. Alors par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà agir maintenant. Il faut travailler sur la justice climatique. La justice climatique, c'est quoi? C'est que lorsque vous regardez le taux de décès des populations par rapport au réchauffement, par rapport aux inondations, il y a un coefficient de x15 entre les pays en voie de développement et les pays industrialisés. x15.
C'est juste énorme. Donc, il faut travailler sur cette justice climatique. Ouais. L'autre point, c'est investir dans les solutions. On a parlé tout à l'heure de solutions. On a parlé d'indemniser, enfin de subventionner, pardon, les entreprises. Et le point aussi, c'est effectivement la sobriété. Et pour la première fois, lorsque vous regardez le rapport du GIEC et aussi ce qui se passe à la dernière COP qui a eu lieu donc à Bakou, la sobriété est un levier très important pour améliorer en fait cette roadmap qui vise à être sur le zéro et voilà, exactement. Des entreprises. Et donc on pense qu'avec la sobriété, on peut résoudre entre 40% et 70% des émissions à effet de serre. Alors nous chez IBM par exemple, par rapport à ça, déjà on a écrit notre livre blanc en 1971 sur notre impact environnemental. Donc ça veut dire qu'on est une entreprise qui avait déjà calculé qui est précurseur par rapport à ça. Aujourd'hui, on est 65% par rapport à notre objectif qui est net zéro en 2030. On a 65%. Et par exemple, 75% de notre énergie est à base d'énergie renouvelable. Verte, voilà. Et les matériaux aussi, je crois, sont recyclables, etc. Alors il y a ça aussi, et on a la chance, comme on est en fait IBM Consulting est la premier cabinet de conseil dans un grand de la tech, et donc on bénéficie de toute la puissance d'innovation d'IBM. Et on a un client qui s'appelle par exemple Technip Energy, pour lesquels il y a une filiale qui est Réju, et qui en fait recycle les textiles. Il faut savoir que vous avez à peu près 90 millions de tonnes de déchets issus du textile par an, et on arrive à régénérer du polyester à partir de ces déchets de textile. Donc l'idée, c'est de rentrer dans un cercle vertueux avec nos clients. Voilà ce qu'on essaye de faire de manière à pouvoir changer cette dynamique. Alors pour changer, il faut aussi que les politiques s'y mettent, qu'il y ait une volonté politique. Peut-être que vous avez quelque chose à leur dire, un message à faire passer, un coup de gueule, un questionnement. C'est l'heure de la question de l'hémicycle, juste après le jingle. Alex Bauer, la question de l'hémicycle, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent? Vous avez 1 à 2 minutes face caméra, c'est à vous. Alors l'IA, comme on le sait, est en train de redessiner les équilibres économiques mondiaux. En 2024, l'Europe a rattrapé son retard, et notamment en termes d'adhésion sur l'utilisation, l'adoption, l'utilisation de l'IA. Donc avec 76% en Europe et 77% aux États-Unis. Mais en fait, ce constat marque de profonds déséquilibres, et notamment en ce qui concerne les financements, parce qu'on voit les financements qui sont faits aux États-Unis, c'est 2 fois plus important que ceux qui sont réalisés en Europe. Et lorsqu'on regarde le nombre de projets qui sont développés aux États-Unis, il y a un coefficient de x20. Alors, par rapport à ça, ce qui est important, c'est on a un certain nombre d'atouts, et en particulier en France, on a un vivier scientifique qui est et académique de très haut niveau. La France est reconnue mondialement pour son niveau d'excellence dans les matières mathématiques et aussi en informatique. On a des talents au niveau mondial dans l'IA, avec des pépites comme Mistral AI, Hugging Face et aussi LinkedIn. Et ma question en fait pour l'hémicycle, c'est de se dire comment on peut ensemble, à la fois les pouvoirs publics, à la fois les chercheurs et le monde de l'entreprise, être à la hauteur de ces objectifs, de manière à être une puissance mondiale qui va permettre de prendre la mesure de nos ambitions, qui est de renuire une puissance mondiale dans les technologies, en particulier dans l'intelligence artificielle. Message transmis. En tout cas, merci beaucoup. Merci Alex Bauer d'avoir participé à notre émission. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.